Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, moi je vais vous présenter un projet qui a en partie été financé donc par le Carnot Caliment, donc qui consistait à développer un modèle d'organoïde intestinal donc pour la recherche de candidats probiotiques. Donc en fait, pourquoi finalement on a proposé de développer ce modèle d'organoïde intestinal? En fait, c'était prioritairement pour répondre à deux besoins. Tout d'abord, pour proposer des modèles alternatifs ou en tout cas complémentaires aux modèles animaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que certains résultats obtenus sur modèles animaux sont finalement peu transposables à l'homme. Donc vraiment, il y a besoin aujourd'hui de modèles complémentaires. Et aussi, il y a des enjeux éthiques, puisque en tant qu'équipe de recherche, on est de plus en plus encouragé à proposer en fait ces modèles alternatifs. Aussi, pourquoi avoir proposé de travailler sur ces organoïdes intestinaux? C'est qu'aujourd'hui, finalement, les modèles en culture in vitro traditionnels, donc ceux dont on dispose le plus couramment, ils sont vraiment pas représentatifs des conditions in vivo. C'est vraiment des modèles qui sont très imparfaits et très peu pertinents d'un point de vue physiologique. Ce qui nous a permis aussi de proposer ce modèle, c'est tout ce qui est avancée scientifique ces dernières années, majeures, donc dans les modèles in vitro et surtout en fait par rapport au développement et aux connaissances autour des cellules souches, puisque c'est vraiment ces cellules-là qui sont à l'origine des organoïdes. Donc vraiment le développement de ces modèles-là, on y reviendra tout à l'heure, s'appuie sur toutes ces connaissances autour des cellules souches. Donc c'est vraiment ces avancées scientifiques qui permettent aujourd'hui de proposer ces modèles in vitro pertinents. Et puis aujourd'hui, il faut savoir que, en tout cas en France, il y a vraiment une communauté scientifique qui se structure autour de ces démarches. Voilà. Et donc pour vous donner un exemple, en fait, depuis un an, il y a un groupe de travail autour des organoïdes au niveau national qui est piloté par le CNRS, donc qui s'est mis en place. Donc un contexte tout à fait favorable pour le développement de ce type de modèle. Donc maintenant, en fait, quand on parle d'organoïdes, finalement, précisément, on parle de quoi? En fait, ce sont des structures tridimensionnelles, donc en culture, donc des structures cellulaires, et qui vont répliquer in vitro les caractéristiques, ou en tout cas une partie des caractéristiques anatomiques et fonctionnelles donc du tissu d'intérêt. On les obtient donc à partir de cellules souches, c'est ce que je vous disais dans la première diapositive, donc deux types de cellules souches à partir desquelles on peut faire des organoïdes, des cellules souches adultes, et ça en fait ce sont ces cellules-là qu'on utilise quand on fait des organoïdes intestinaux, ou alors d'autres types de cellules souches qui sont des cellules souches pluripotentes induites. En fait, on va pas y revenir, juste en fait pour que vous ayez quand même ça en tête. Ces cellules souches, ces iPSC en fait, c'est par exemple des cellules de la peau qu'on va récupérer, qu'on va réussir à reprogrammer en cellules souches, et à partir de ces cellules souches pluripotentes induites, on est capable de générer des organoïdes de tout type de tissu. Donc c'est vraiment des cellules qui ont un énorme potentiel. Donc aujourd'hui, en fait, on sait faire des organoïdes à peu près de tout tissu de l'organisme, glandes mammaires, pancréas, foie, cerveau, poumons. Et nous, aujourd'hui, on va se concentrer en fait sur les organoïdes intestinaux. Alors c'est vraiment des outils qui ont des applications majeures en santé humaine et animale, en tout cas des applications potentielles majeures si ces outils-là tiennent toutes leurs promesses. D'abord, évidemment, c'est des outils extraordinaires pour la recherche fondamentale, pour mieux comprendre en fait comment un tissu va se construire. C'est aussi des outils importants pour la recherche pharmaceutique, par exemple, si vous voulez cribler toute une gamme de molécules pour tester l'efficacité de ces molécules. C'est des outils cellulaires évidemment extrêmement intéressants, et puis évidemment ils ont leur place, toute leur place en fait en recherche clinique.
parce que c'est des outils qui vont permettre in vitro de modéliser des pathologies, évidemment des pathologies humaines. Ce qui est important d'avoir à l'esprit aussi, c'est que ça va permettre de modéliser des pathologies, mais à l'échelle individuelle, puisqu'en fait, on peut faire des organoïdes à partir d'un sujet, à partir d'un patient. Donc, on va avoir un type d'organoïde pour un patient. Donc ça ouvre vraiment la porte à ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine dite personnalisée. C'est des avatars aussi. Par exemple, si vous voulez entreprendre des études cliniques sur des populations fragiles, comme des femmes enceintes ou par exemple des enfants, eh bien, plutôt que de travailler directement sur ces individus, on peut tout à fait penser à travailler sur des organoïdes issus de ces populations. Et puis si on pense en fait à la santé animale, eh ben aujourd'hui les organoïdes, ça peut constituer en fait les seuls modèles in vitro donc pour de nombreux animaux de rente. Donc nous dans le projet en fait donc qui a été financé par le Carnot Aliments, en fait on s'est intéressé au développement d'organoïdes intestinaux humains. En vue de pouvoir sélectionner, d'identifier des candidats probiotiques. Donc on a travaillé pour ce projet donc en collaboration avec une équipe de cliniciens, donc en particulier le service de rhumatologie dirigé par Maxime Bréban. Donc en particulier, c'est un service qui travaille aussi avec un service de gastro-entérologie. Donc là, c'était une collaboration avec Thomas Bazin qui est gastro-entérologue. Donc c'est lui qui a fait les endoscopies pour nous fournir les biopsies. Et c'est un travail qui également fait l'objet en fait de la thèse donc d'un autre clinicien qui est Gerlando Natalello et qu'on a la chance d'accueillir depuis 1 an dans l'équipe. Donc ça, c'est une biopsie. Vous voyez, c'est à peu près la taille d'une tête d'épingle en fait. Donc on travaille à partir de 2, 3, pas plus biopsies, parce que c'est des biopsies dites surnuméraires. Donc en fait, non pas utilisées pour le diagnostic, mais bien pour faire de la recherche. Donc à chaque prélèvement de biopsie, il y a un risque sur le patient. Donc les comités d'éthique imposent pour ce type d'expérience en fait un nombre limité en fait de biopsies. Donc on n'a pas le droit à plus de quelques biopsies. On s'en arrange, vous voyez. L'étape d'après, en fait, quand on a ces biopsies, en fait, ça va être d'obtenir ces cryptes intestinales. Donc, vous les voyez ici. Et en fait, l'intérêt d'isoler en fait ces cryptes intestinales, eh bien, c'est là en fait que sont localisées les cellules souches adultes intestinales. Elles sont localisées en fait ici à la base des cryptes. Donc, ces cryptes, en fait, une fois qu'on les a isolées, on les met dans ces gouttes d'un gel. En fait, c'est de la protéine de la matrice extracellulaire. Et on va en fait ensuite remplir le puits avec du milieu de culture optimisé en fait pour la croissance et la différenciation donc de ces organoïdes. Donc vous en avez ici un exemple. Là, par exemple, c'est une culture qui est bien partie. Donc voilà un petit peu le type de caractérisation qu'on peut faire finalement une fois que cette culture elle est partie. On peut travailler avec différents types de milieux de culture. J'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure. Là, en fait, on a travaillé avec un milieu de culture qui va induire la différenciation cellulaire. Et l'intérêt, en fait, de travailler dans ces conditions, eh bien, c'est que tout simplement, vous avez ici des mini épithélium intestinal en culture. Et vous voyez en fait que les types cellulaires et leur localisation dans l'organoïde sont bien similaires à ce qui est observé in vivo. Donc je vais juste un tout petit peu commenter ces immunomarquages. Quand on a des organoïdes en fait intestinaux différenciés, on a en fait ces espèces de branchements ici, ces petits bras, ces prolongements qui ressemblent vraiment à des cryptes. Et vous le voyez ici par ce marquage de cellules en prolifération. Ces cellules en prolifération, elles sont vraiment restreintes, leur localisation est vraiment restreinte à l'extrémité de ces prolongements. Et ça, c'est tout à fait conforme à ce qu'on peut observer in vivo. On a également, et de manière concomitante, quand on utilise ce milieu de culture, également donc des cellules dites différenciées. L'épithélium digestif, c'est vraiment un tissu qui est très très spécialisé avec des cellules qui vont avoir des fonctions clés. Donc par exemple, c'est ce que vous pouvez voir ici avec cet immunomarquage sur la cytokératine, donc avec une reconstruction tridimensionnelle de l'organoïde. On a aussi des cellules à mucus, ce sont ces cellules ici qui sont colorées ici en blanc. Et ici un détail en fait d'une cellule à mucus où vous voyez bien le noyau en fait qui est bleu. Et donc cette gouttelette
de mucus en verre. On a aussi des cellules qui sont rares dans l'épithélium, ça c'est classique, c'est des cellules dites entéro-endocrines. Elles jouent vraiment un rôle important parce qu'elles vont sécréter en fait des peptides gastro-intestinaux qui vont jouer un rôle clé ensuite dans le métabolisme. Donc c'est ces cellules-là que vous pouvez voir au niveau de l'organoïde, donc avec ce marquage sur la chromogranine A. Pour terminer en fait sur cette caractérisation, on a aussi une polarité de l'organoïde qui est tout à fait conforme aussi à ce qu'on peut observer in vivo, avec un pôle apical ici qui est révélé par la protéine, un marquage dirigé contre ZO1. Donc un marquage apical qui est dirigé vers le cœur de l'organoïde, alors que vous voyez ici les noyaux, ils sont bien à l'extérieur. Donc on a une polarité qui est également conforme. Donc ici, en fait, juste pour compléter ces résultats obtenus par immunomarquage, donc c'est le niveau d'expression de ces différents marqueurs de la fonction épithéliale, donc un marqueur de cellules souches intestinales, de prolifération, et puis de deux types différenciés de l'épithélium. Alors ici, en gris, au niveau des cryptes, donc ça c'est le tissu natif, des organoïdes cultivés dans un milieu dit d'expansion, donc c'est le milieu qui nous sert en fait à maintenir la lignée, où on va, ce qui est vraiment optimisé pour conserver le phénotype de cellules souches, et puis le fameux milieu de différenciation qu'on utilise, où vous voyez que on a bien en fait une différenciation cellulaire ici avec l'expression de la cytokératine 20 et de la chromogranine A. Le milieu d'expansion, vous voyez en fait, on a un enrichissement en fait des cellules souches. Donc en fait, c'est aussi intéressant ces modèles-là parce que c'est tout l'intérêt des modèles in vitro, c'est-à-dire qu'on est complètement capable de contrôler en fait tout l'environnement cellulaire. Donc on peut imposer, on peut jouer avec les différents milieux et du coup tester en fait la réponse des organoïdes à ces différents milieux de culture. Donc, en fait, l'objectif de développer ces modèles-là, c'était quand même aussi comme méthode de sélection de candidats probiotiques. Nous, dans l'équipe, on est très intéressés par des probiotiques qui ont des capacités anti-inflammatoires. Donc là, l'objectif, c'était déjà de voir si ces organoïdes ils pouvaient répondre justement à des stimuli pro-inflammatoires. Donc c'est le cas. Vous avez ici donc des organoïdes différenciés, donc soumis à un cocktail de cytokines pro-inflammatoires en bleu ou en condition contrôle ici en rouge, et vous voyez que ces deux en fait interleukines, CCL2 et l'IL8 en fait augmentent bien. Donc lorsque les organoïdes sont exposés à ce cocktail pro-inflammatoire, ainsi qu'en fait TLR4 qui est un récepteur membranaire impliqué dans la réponse aux micro-organismes. Alors pour aller plus loin et pour compléter ces données-là, si on veut vraiment tirer parti de ce modèle d'organoïde intestinal, il faut, si vous vous souvenez, la première diapo de caractérisation que je vous ai montrée, je vous ai dit que le pôle apical, finalement, il est dirigé vers le cœur de l'organoïde. Et ça, c'est pas très facile pour nous parce qu'en fait, c'est précisément, si on veut vraiment garder une pertinence physiologique, c'est justement ce pôle apical qui est exposé aux micro-organismes ou aux métabolites bactériens. Donc, si on veut vraiment pouvoir avoir des réponses physiologiquement pertinentes, eh bien, il faut quand même accéder en fait à ce pôle apical. Donc, il y a deux manières de faire. Soit on utilise des procédés de micro-injection, je vais vous montrer tout à l'heure, soit en fait on casse l'organoïde et du coup on fait une culture en transwell. Donc là, il y a une petite vidéo normalement. Voilà en fait cette vidéo qui vous montre qu'on s'est bien micro-injecté un organoïde. Donc ça, on a micro-injecté en fait un colorant alimentaire, donc rouge. Donc vous allez voir que l'organoïde est rougi. Et l'autre méthode qu'on a mise en place, eh bien, c'est la culture sur transwell. Donc, en fait, donc on casse l'organoïde, on le met sur une membrane en 2 dimensions. Ici, vous pouvez voir qu'on a une belle réponse résistance électrique transépithéliale qui ressemble à ce qu'on a classiquement avec d'autres types cellulaires. Et ici, un immunomarquage de la membrane qui vous montre que là aussi, en fait, dans ces conditions, on conserve bien la diversité cellulaire qu'on retrouve au niveau de l'organoïde.
Donc juste ici pour terminer, pour vous montrer que ces organoïdes ils répondent aussi à des lysabactériens pro-inflammatoires. Donc ici des organoïdes incubés en présence donc d'un lysabactérien pro-inflammatoire, donc avec une augmentation de l'expression de cette cytokine. Donc en perspective d'innovation, donc en ce moment on est en train de mettre en place une biocollection d'organoïdes humains, donc issus non seulement d'individus sains mais aussi malades. Donc vraiment c'est des outils qui vont probablement prendre une place importante, comme je vous l'ai dit, comme outil prédictif de l'efficacité de biothérapie. Ça permet aussi d'identifier donc des biomarqueurs de pathologie intestinale et là bien sûr, et ça nous intéresse, d'identifier des bactéries ou des métabolites bactériens pour la santé et donc l'étude des mécanismes d'action. Et pour terminer, donc sur la prochaine étape, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer des organoïdes sur puce. Donc on va combiner en fait ces cultures d'organoïdes à des dispositifs de microfluidiques pour être en conditions dynamiques et notamment pour pouvoir aussi avoir deux compartiments. Le système de microfluidique permet vraiment de compartimentaliser les systèmes, donc de pouvoir en fait avoir un compartiment anaérobie, donc pour pouvoir en fait co-cultiver nos systèmes avec des bactéries commensales qui sont pour la plupart sensibles à l'oxygène et donc un compartiment anaérobie et aérobie en fait pour encore plus se rapprocher des conditions physiologiques. Donc on a commencé, vous avez ici par exemple une coloration donc d'un dispositif de microfluidique donc avec des organoïdes. Voilà, merci.